Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Je m'appelle Raphaëlle Duchemin et il y a une raison qui fait que je suis particulièrement heureuse d'être là. C'est parce que moi aussi, finalement, en dehors du fait d'être journaliste, je défends la cause des femmes avec un média que vous connaissez peut-être, en tout cas je l'espère, qui s'appelle Visible. Et la Tribune nous invite régulièrement dans des événements comme celui-ci. Je remercie d'ailleurs Jean-Christophe Tortora et toutes les équipes, Sophie Ibora évidemment, de nous faire ce plaisir parce que nous croyons, avec toute l'équipe de Visible, que les femmes sont une chance et que leur expérience peut se partager. Donc voilà, je voulais vous inviter à peut-être vous connecter à ce média parce que plus nous serons nombreuses à véhiculer ces messages et plus le message passera facilement. Et donc c'est important que vous veniez peut-être grossir les rangs de ce média digital. Donc on vous attend évidemment. Et puis la deuxième raison pour laquelle je suis ravie d'être avec vous, c'est parce que nous sommes en Méditerranée et que j'ai le bonheur, le plaisir d'être moi aussi méditerranéenne. Alors je ne suis pas de Montpellier, je suis toulonnaise, varoise. Bon, ce n'est pas très loin, donc je sais que nous sommes au moins deux sur ce plateau. La créativité des femmes pour promouvoir un tourisme durable. C'est notre sujet cet après-midi. Et la Méditerranée, c'est vrai que c'est finalement un trait d'union. Ça a beaucoup été dit ce matin. C'est aussi un berceau de nos civilisations. Cela éveille forcément, quand on est en Méditerranée, avec cet horizon au loin, cela éveille notre curiosité et probablement aussi notre imagination. C'est vrai qu'elle nous appelle toujours à nous interroger qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a là-bas, derrière la ligne d'horizon. Et puis elle nous fait prendre aussi conscience, cette Méditerranée, de la fragilité de l'écosystème finalement qui nous entoure et de la nécessité de le préserver. Alors comment faire pour à la fois protéger mais aussi continuer d'assouvir tout simplement notre désir de voyager et de connaître d'autres lieux, d'autres rives? Eh bien, nous allons mettre nos invités à contribution. Eh oui, j'entends des hola à côté de moi, mais je vous garantis que vous allez imaginer avec nous ce qui peut se passer. J'ai le plaisir d'accueillir d'abord Son Altesse Royale, la princesse Béatrice de Bourbon-Condé de Sicile. On est ravis de vous avoir avec nous, vraiment. Claire Hart, conseillère municipale de Montpellier et vice-présidente de la métropole déléguée aux relations internationales, donc ouverte forcément sur la Méditerranée. Et puis Nathalie Steubler, présidente directrice générale de Transavia France. Merci à toutes les trois d'être avec nous. Alors nous sommes ensemble pour voir comment la créativité des femmes peut promouvoir un tourisme durable. Et alors, en bonne journaliste, j'ai fait une recherche ce matin, j'ai regardé s'il y avait, puisque nous sommes à la veille des vacances, des études qui étaient sorties. Et oui, il y en a une, étude CSA, qui est sortie hier et qui montre, figurez-vous, qu'aujourd'hui, le tourisme durable est un critère de voyage pour 93% des voyageurs. Mais alors, c'est quoi un tourisme durable? Moi, j'ai envie tout simplement de vous poser la question. Qui se lance? Allez, je choisis. Nathalie, je crois que ça va commencer par vous, puisque c'est votre cœur de métier. Bonjour à toutes et tous. Alors moi j'ai la chance de diriger une entreprise qui relie la Méditerranée, qui relie les hommes et les femmes de la Méditerranée. Donc je suis ravie d'être invitée. On a 200 liaisons entre la France et beaucoup l'Europe, mais beaucoup les pays du bassin méditerranéen. Alors, tourisme durable, il fait d'ailleurs partie des objectifs de développement durable des Nations Unies. Et qu'est-ce qu'on essaye de mettre derrière cette notion? Une notion économique, parce que le tourisme, c'est souvent un pourcentage élevé de la richesse d'un pays, donc la croissance économique. Ce tourisme durable va aussi s'attacher à préserver l'environnement, en tout cas faire en sorte que son impact soit le plus faible possible sur l'environnement. Et ensuite, d'un point de vue sociétal, il va aussi engager les hommes et les femmes, leur permettre de vivre aussi. C'est une activité qui crée des emplois. C'est en ce sens d'ailleurs qu'il fait partie de l'objectif numéro 8 des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, qu'est-ce qu'on dit
qu'est-ce qu'on cherche à faire, en tout cas quand on est une entreprise comme la mienne qui permet aux gens de voyager. Sur cette partie tourisme durable, je pense que c'est important de dire que ça fait vivre des communautés. Ça, c'est assez clair. En Europe, je crois que c'est 10% du PIB. Puis il y a des pays autour de la Méditerranée pour lesquels c'est plus. Oui. Et nous, on va déjà sur une partie du voyage, du tourisme, travailler à notre empreinte environnementale. Donc on va aussi, en tant que compagnie aérienne, dire oui, on émet du CO2. C'est tout simplement la combustion dans les moteurs qui fait qu'on émet du CO2. Et donc, en tant que compagnie aérienne engagée, on va tout faire pour réduire ces émissions. Alors, il n'y a pas encore de zéro émission sur les avions. Il y a des industriels qui y travaillent. La région aussi est extrêmement importante, a des actions importantes. L'Occitanie en la matière. Carole Delga s'est aussi engagée dans des actions dans la région pour rechercher cet avion à bas carbone. Mais nous, déjà aujourd'hui, on va tout faire pour réduire notre empreinte environnementale sur cette partie qui est sous notre responsabilité, qui est le voyage aérien. Béatrice de Bourbon, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, une méditerranéenne. Vous êtes varoise, vous aussi. Je suis varoise. Vous êtes née à Saint-Tropez, ce magnifique golfe de Saint-Tropez, non? Exactement. C'est beaucoup moins chic. Je suis née à Saint-Raphaël. Mais je revendique ma naissance à Saint-Raphaël. Très joli prénom. Très joli. Voilà. C'est beaucoup moins prod et c'est très bien. Mais c'est quand même très varois, donc. C'est très varois. Dites-moi, vous aviez finalement un temps d'avance quand vous avez commencé, vous, à imaginer des voyages différents pour valoriser le patrimoine. C'était finalement déjà du tourisme durable que vous faisiez sans le savoir. Ça ne portait pas son nom, mais c'était déjà ça. Absolument. Je travaille dans le tourisme depuis à peu près une trentaine d'années. Tout d'abord dans une compagnie nationale. Et ensuite, je me suis lancée et j'ai commencé à organiser des voyages à thème. Alors, pour des raisons familiales, je me suis particulièrement investie dans l'Italie et en particulier dans l'Italie du Sud, mais aussi dans d'autres pays. Et j'ai essayé effectivement de faire connaître l'histoire des villes, des pays et leurs traditions, les fêtes nationales, leurs spécificités. Et en allant un peu partout dans des villages, au bord de la mer, à la campagne, j'ai rencontré des femmes absolument étonnantes, qui avaient des talents, qui ont des talents formidables. Et petit à petit, nous les avons encouragées à faire connaître leur savoir-faire. La transmission aussi des métiers est quelque chose de très très important. Vous avez des tas de métiers en Méditerranée qui sont en train de disparaître. Vous n'avez plus aujourd'hui un jeune, par exemple, qui sait tailler correctement un olivier, ce qui paraît absolument impensable. Donc voilà. Et j'ai rencontré donc des femmes vraiment d'exception et qui aujourd'hui ont créé des coopératives, des associations. Ça leur a permis d'être indépendantes financièrement, de pouvoir être reconnus dans leur village, auprès de leur famille, d'aider leur famille. Et ça, j'en suis vraiment très, très, très heureuse. Oui, donc c'est aussi un levier économique. On entre par l'aspect culturel, formidable, patrimonial, mais on va aussi sur cette donnée fondamentale. Du côté de la ville, de la métropole, de la région Occitanie, qui est une des régions de tourisme par excellence, comment est-ce qu'on agit? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu, parce que c'est vrai que le tourisme a été mis un petit peu à l'arrêt avec la pandémie, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu une prise de conscience finalement, un avant et un après pandémie, qu'il fallait agir autrement sur la manière dont on faisait le tourisme? Oui, tout à fait. Alors déjà, bonjour à toutes et tous, ravi d'être là. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment un avant et un après Covid. On ne peut pas nier le fait que nous émergeons de cette période inédite que nous avons vécue avec une envie de voyage, une envie d'altérité, une envie de voir ce qu'il y a en dehors de nos environs immédiats. Donc, on a envie de partir, mais on est très conscient aujourd'hui, on le voit bien, on vient de subir des températures absolument incroyables ici à Montpellier. On voit bien aussi que nous ne pouvons pas et plus voyager comme avant. Donc on ne peut plus prendre le premier voyage qui se présente à nous et partir
se griller sur une plage. Et puis, on n'a plus envie de faire cela. On a réalisé finalement la fragilité de ce qui nous entourait. Ouais, la fragilité de la planète, la fragilité de ce que nous avons à disposition, et puis peut-être aussi une sorte de prise de conscience collective par rapport au fait que nous sommes vraiment tous interconnectés dans le monde entier. Donc il y a en vie un désir de voyage, mais un désir aussi de voyage juste, de voyage équitable. Et en regardant un petit peu les chiffres du voyage aujourd'hui, on voit bien que les voyages dits durables, où effectivement, comme ça a été décrit, nous respectons la planète, nous respectons les écosystèmes, nous essayons de choisir des moyens de transport moins polluants et de laisser une empreinte carbone moins impactante, ces voyages-là, finalement, ont la cote. Et en regardant ces informations, j'ai trouvé quelque chose, j'ai découvert que il y a des voyages aujourd'hui aussi qui s'adressent aux femmes spécifiquement. Il y a une immense niche en train d'évoluer pour des voyages pour les femmes faites par des femmes. Et ça, il y a des entreprises ici en France et ailleurs. Il y a une boîte qui s'appelle We Are Backpackers qui explose actuellement, créée par des entrepreneurs femmes et qui permettent justement aux femmes de voyager durablement, efficacement aussi, puisque ça permet de l'aventure, de la découverte. Et nous voyons bien qu'il y a une vraie ouverture vers une autre sorte de voyage post-Covid. Alors, elle est réelle, hein, cette envie, en tout cas, de voyager autrement. Et pourtant, j'ai regardé aussi un petit peu les études, et ce qui apparaît de manière assez évidente, c'est qu'il y a un paradoxe. On a envie de ça, mais après, quand on passe à l'acte d'achat, dans le voyage, dans le choix de la destination, forcément, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Comment on fait pour combiner les deux? Et peut-être que vous pouvez répondre aussi, Nathalie. Est-ce qu'on arrive à combiner ces différents engagements? On a envie effectivement d'investir sur du voyage durable. Après, ça coûte peut-être un petit peu plus cher pour le moment. Alors, c'est pour ça aussi que, enfin, en tout cas, nous, compagnie aérienne, Transavia fait partie du groupe Air France, qui aussi a des engagements très forts. Ce qu'on dit, c'est on fait tout pour réduire. Pour l'instant, on ne peut pas enlever complètement ces émissions de CO2, donc on fait tout pour réduire. Donc le groupe a investi déjà dans des flottes modernes. D'ailleurs, ça aussi, ça participe de l'écosystème économique de cette région. On va passer, nous, sur Airbus 320 Neo. Ça va déjà réduire nos émissions de 15%. Oui, c'est important, effectivement, donc c'est important. Donc déjà, voilà. Sur l'aspect écologique. Donc c'est de l'investissement, mais avec un impact à la clé. Ensuite, on prend nos responsabilités dans nos opérations au quotidien. Donc, nos pilotes, nos opérations aériennes sont engagées dans des démarches d'écopilotage. Pour le faire de façon très scientifique, on s'est fait aider par 2 startups, dont une d'origine toulousaine qui s'appelle Open Airlines, qui va, à partir de toutes nos données de vol, va nous dire nos bonnes pratiques d'écopilotage. Alors, je vais prendre une pratique un peu compréhensible, c'est la descente continue. Au lieu de faire des paliers, on va descendre de façon continue, et donc ça va moins utiliser de carburant. Et bien, donc, on va savoir à quel niveau on en est de la pratique et combien on peut gagner et combien on a déjà gagné en émissions de CO2. Donc vous faites déjà des efforts pour être beaucoup plus vertueux. On fait déjà énormément d'efforts. On se fait aider d'ailleurs. Il y a une autre effectivement start-up. Elle se fait racheter par un grand groupe entre-temps qui nous a permis d'optimiser nos profils de montée. Et donc voilà, de façon extrêmement chiffrée, on va engager les équipes pour réduire nos émissions d'un point de vue opérationnel. Ça, on peut gagner 5%. Alors ça paraît petit 5%, mais en même temps, ça se rajoute aux 15% dont on a parlé. Ensuite, on sait qu'il y a une voie d'amélioration, et là, il va falloir aussi promouvoir les métiers pour faire émerger la filière de carburant alternatif durable, qui effectivement sur le cycle de vie du carburant va permettre, là encore, d'économiser du CO2. Donc pour l'instant, on fait des vols tests. Aujourd'hui, ce qui est demandé aux avitailleurs, c'est 1% d'incorporation de ce carburant durable. Et ça va progressivement monter au fur et à mesure que la filière pourra émerger et qu'on pourra mettre ce carburant qui nous permettra
d'émettre moins de CO2 au moment de la combustion. Oui, parce que c'est vrai que vous êtes souvent montré du doigt et qu'on voit souvent ce qui n'est pas fait par les compagnies aériennes et moins ce qui est effectivement fait. On parle souvent des avions comme un moyen de déplacement polluant. Il se trouve que voilà, il y a des efforts qui sont réels et que on ne peut pas stopper les vols. On l'a vu pendant la pandémie, ça pose d'autres problèmes. Oui, et puis ce qu'on dit aussi, c'est que, alors pendant la pandémie, on en a eu besoin pour le cargo, pour amener des masques, des vaccins, mais aussi c'est un vecteur de lien, et en particulier autour de la Méditerranée, c'est un vecteur de lien aussi entre les peuples. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Nous, on a été arrêtés pendant 3 mois pendant la pandémie, pas du tout de vol, et les premiers vols qu'on a refaits avant l'ouverture des aéroports et des frontières, c'était des vols de rapatriement. Alors, c'était plus du tout des touristes, hein, ils étaient rentrés juste avant l'arrêt, mais de Français habitant au Maroc, donc souvent des binationaux. Les premiers vols qu'on a accueillis, effectivement, provenant du Maroc, c'était très très émouvant que ces personnes pouvaient retrouver des familles ou retrouver des liens. Donc, bien sûr que nous faisons tout pour travailler notre empreinte environnementale, mais l'avion va rester un vecteur d'échange et de rapprochement des personnes. Oui, il ne faut pas l'oublier. Béatrice, Claire, ici à Montpellier, on est au cœur d'une terre de tourisme, on est aussi au cœur d'une terre de patrimoine. Je crois qu'il y a 8 sites classés, arrêtez-moi si je me trompe, au patrimoine mondial. Première région thermale aussi de France. Ce sont des atouts qu'il va peut-être falloir aussi valoriser autrement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Est-ce que vous avez des pistes auxquelles vous pensez pour justement mettre ce patrimoine encore plus en valeur Écoutez, moi, je profite de vous avoir à mes côtés parce que vous êtes la porte d'entrée dans les pays. Est-ce qu'il serait pensable, par exemple, d'imaginer des contrats peut-être avec des écoles de tourisme des différents pays ? Est-ce que lorsque l'hôtesse ou le steward annonce l'arrivée sur telle ou telle ville, est-ce qu'il ne serait pas pensable d'avoir juste 3 lignes, 3 choses, 3 chiffres sur le pays, 3 chiffres sur la ville où nous arrivons? Parce que je trouve que très souvent, les gens arrivent dans un pays, d'abord ils savent rien, c'est tout juste, oui, ils savent qu'ils sont en Italie, ou ailleurs, mais je trouve que ça serait un message important. Voilà. Voilà une idée. Et une collaboration avec les écoles, des jeunes des écoles de tourisme. pour transmettre? Alors, c'est voilà. essentiel, la transmission. La transmission. Alors, sur les annonces, c'est toujours un peu compliqué parce que même si on essaye d'en faire un peu explicatives, elles sont assez codifiées dans notre monde. Mais on essaye de le faire. Alors, avec nos médias. Souvent maintenant, on essaie sur nos médias sociaux de dire un petit tips d'une hôtesse qui a été dans telle et telle région. Alors, on travaille pas nécessairement avec les écoles de tourisme, ça c'est peut-être plus nouveau. On travaille aussi avec les offices du tourisme des pays. Ça c'est important aussi de comprendre ce qu'ils veulent développer. On travaille beaucoup, par exemple, je vais donner un exemple, mais il y en a bien d'autres, avec l'office du tourisme du Maroc, qui justement cherche à développer beaucoup le tourisme dans des régions plus rurales. Et ça, c'est important parce que je pense que ça va aussi créer de la richesse. Donc, dans leur plan de développement touristique, il y a aussi beaucoup de choses sur durabilité et ruralité. C'est comme ça que c'est intitulé dans le plan de l'Office du tourisme du Maroc. Donc, on essaye aussi d'être en lien avec ces territoires pour bien comprendre qu'est-ce qu'ils cherchent aussi à développer et comment on est en adéquation avec leur développement touristique. En tout cas, il y a peut-être une piste pour les écoles ici, qui sait. Comment est-ce que vous faites justement pour aller vers davantage de valorisation de votre région, et qu'est-ce qu'on peut encore imaginer pour aller encore plus loin? Alors, localement, bien évidemment, on travaille avec les labellisations UNESCO et tout un tas de labels qui nous aident à protéger et puis à promouvoir un territoire durable, mais j'ai envie justement d'aller un peu de l'autre côté de la Méditerranée, si vous me le permettez, et de parler de ces femmes de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, on a les municipalités, les collectivités, les intercollectivités travaillent
dans ce qu'on appelle l'action internationale ou la solidarité internationale ou la coopération décentralisée. Et quand on fait ces projets, on est toujours sur quelque chose de plutôt technique qui peut être la mise en eau d'un village ou l'assainissement ou l'agroalimentaire, un travail sur l'agroécologie, voilà, tout un tas de thématiques. Et ce que nous avons décidé de faire, c'est de travailler systématiquement et en parallèle sur des projets d'entrepreneuriat au féminin. Et très souvent, très souvent, d'ailleurs depuis que nous le faisons, depuis 2 ans, systématiquement, on est sur le tourisme durable. Donc, je prends juste 2 exemples très vite pour illustrer cela. On a un travail actuellement sur la vallée de l'Argan, donc avec l'intercollectivité des maires de la vallée de l'Argan au Maroc, qui est une zone absolument splendide, magnifique. Tout le monde a envie d'aller passer des vacances là-bas, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et là, on a des coopératives de femmes qui s'organisent, qui se structurent en lien avec nous. Et là, j'insiste beaucoup, c'est un aller-retour. Ce n'est pas du tout Montpellier qui arrive et dans l'heure de leçon. Au contraire, on apprend aussi beaucoup de ces femmes-là. On échange, on bâtit. Et on est en train d'accompagner la mise en place d'un tourisme durable sur la vallée de l'Argan. Donc, la partie eau est en place, donc on peut accueillir correctement les touristes qui souhaitent venir, et les femmes structurent des gîtes et aussi, bien évidemment, toute l'industrie autour de l'Argan. Donc ça, c'est un projet qui est très concret, très réel, et qui permet à ces femmes-là d'avoir une activité entrepreneuriale en parallèle, bien évidemment, avec leur activité de tous les jours sur cette zone. Et ce sont des femmes qui mettent ça en place. Uniquement les femmes. Uniquement les femmes. Et quand on regarde sur le tourisme durable dans le monde, quand on regarde un peu les chiffres d'aujourd'hui, on est quand même sur 80% femmes. Donc c'est porté à bras les corps par les femmes aux 4 coins du monde, que ce soit l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est. Ce sont les femmes qui portent ces entreprises-là. Avec du microfinance, au moins il y a énormément à dire autour de tout cela, mais ce sont les femmes qui vont en avant et qui créent ces entreprises-là. Donc c'est très féminin tout ça. Et de l'autre côté de la Méditerranée, puisqu'on est vraiment dans ce contexte-là, on voit bien que au Maroc, en Algérie, on a un projet très similaire sur l'Algérie aussi, et certainement bien au-delà, nous avons des femmes qui agissent, qui entreprennent et qui ont envie de porter justement ce tourisme durable pour vraiment valoriser leur territoire comme elles ont envie de le valoriser, en montrant ce qu'elles savent faire et en montrant aussi les traditions, bien sûr, du territoire. Donc il y a adéquation, il y a offre et demande, puisque nous, ici, aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche aussi. Donc maintenant, il faut connecter les deux. On coche toutes les cases finalement, parce qu'on coche aussi la case économique, la case transmission dont vous parliez tout à l'heure, cette nécessité d'être un passeur aussi. Et on s'aperçoit que ce sont les femmes, Béatrice de Bourbon, qui passent le relais. Vous me disiez que les jeunes générations, justement, sont très avides de découvrir ces traditions, ce patrimoine, que vous avez de plus en plus de demandes qui vont dans ce sens-là. Oui, moi j'ai beaucoup plus de demandes, régulièrement d'ailleurs, et par exemple, un exemple sur des recettes, par exemple, des recettes qui ne se faisaient qu'à certaines fêtes, à l'occasion de certaines fêtes, et qui aujourd'hui sont reprises par des grands chefs, et avec toute l'histoire que représente cette recette. Donc tous ces projets, tous ces objets qu'on peut découvrir, ces recettes, ont toute une histoire et qui font partie de leur patrimoine, et c'est capital. Ça veut dire qu'on peut repenser, aujourd'hui on a en tout cas, nous les femmes, la possibilité de repenser complètement l'offre, repenser le tourisme autrement. À un moment donné, on a beaucoup été en surtourisme, tourisme de masse, notamment sur le littoral. Il va falloir transformer ça, et ce sont les femmes qui ont les clés aujourd'hui. C'est une des possibilités en tout cas. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que quand on voit que
alors les millennials, la génération X, presque Z aujourd'hui, demandent cela. Nos générations sont en train de aussi aller vers cela. Donc, je pense que finalement, ce qui était peut-être une niche dans le passé est en train de devenir une immense ouverture. Et je reviens à cette petite aparté que j'ai fait sur les voyages au féminin qui explose aujourd'hui. C'est quand on considère que 51% du monde est peuplé de femmes, nous voyons tout de suite que cette niche est plus qu'une niche, quoi. Et que ces femmes-là qui ont envie de voyager, de retrouver peut-être d'autres femmes à l'autre bout du monde, de découvrir autrement d'autres pays, d'être en sécurité aussi, peut-être aussi, il y a un élément de cela, et aussi de pouvoir s'aventurer, faire des voyages différents, pas comme les autres. Là, on voit bien que les chiffres nous montrent que c'est une demande croissante, une demande vraiment croissante aujourd'hui. Comment est-ce qu'une compagnie comme la vôtre, aujourd'hui, Nathalie, peut intégrer ces paramètres-là, ou en tout cas s'investir aux côtés de ces projets touristiques? Est-ce que vous pouvez être partie prenante? Est-ce qu'il y a des pistes à imaginer? Je pense que déjà on est partie prenante lorsqu'on développe effectivement des liaisons, lorsqu'on ouvre des nouvelles liaisons. J'étais très intéressée ce matin de voir les intervenantes d'origine égyptienne en visio ou sur l'estrade. On développe à nouveau des routes vers l'Égypte, c'est très intéressant. On y a été il y a longtemps. Et c'est aussi important pour nous d'avoir ces contacts locaux, parce que nous, on n'est pas des offices du tourisme, donc je dirais chacun a un métier finalement qui lui est propre, mais c'est toujours très enrichissant de rencontrer les offices du tourisme locaux pour bien comprendre le développement, leurs demandes, comment ça s'intègre, et c'est ce qu'on fait souvent dans les grands pays donc qu'on dessert, méditerranéens, puis je pense aussi au Portugal qui n'est pas en Méditerranée, mais qui est aussi une terre avec une envie de développer justement du tourisme dans des régions qui n'étaient pas développées jusque-là, pour répartir aussi la richesse. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de bien comprendre par des échanges avec les acteurs locaux quels sont leurs développements attendus. Voilà comment on va s'intégrer dans ce paysage ou dans cet écosystème. Ce que j'entends dans vos positionnements aussi, c'est que finalement, il y a beaucoup de valeurs qui sont portées et qu'on a besoin de ce tourisme utile aussi, plus que peut-être le tourisme de villégiature comme on a pu le penser à une certaine époque. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on peut imaginer, et notamment sur les sites historiques, les sites patrimoniaux, mais pas seulement, des sites naturels aussi, une collaboration des touristes pour les engager sur des actions de développement? Est-ce que c'est peut-être ça, le tourisme durable de demain, finalement cette envie d'aider à réparer? Est-ce que ça peut être pris en compte? Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, je pense que c'est une très très bonne idée. Maintenant, il va falloir, il faut des projets pour ça. Je pense que des jeunes sont tout à fait prêts à participer dans ce genre de projet. Ils sont même demandeurs, vraiment demandeurs. Donc c'est une organisation à mettre en place, mais c'est une excellente idée, idée. Des restaurations des restaurations justement, mais pas seulement de fonds marins par exemple. Mais pas seulement restauration de patrimoine ou autre. Vous voyez par exemple en Sicile, vous avez figue de Barbarie. Figue de Barbarie, l'huile de la figue de Barbarie est 3 fois plus puissante que l'huile d'argan. Pardon pour les Marocaines qui sont là, elle est tunisiennes, très complexe à extraire. Oui, mais voilà une autre source de revenus. Et vous avez beaucoup de femmes aujourd'hui. Je dis femmes parce que c'est celles vraiment qui s'impliquent. Je n'ai rien contre les hommes qui s'impliqueraient dans ce genre de projet, mais ce sont les femmes qui s'impliquent vraiment. Et vous avez aujourd'hui beaucoup de femmes qui travaillent sur ce projet avec des produits de beauté, avec des huiles essentielles, etc., et qui permettent quelquefois de faire revivre un village. Claire ? Oui, tout à fait, complètement dans la ligne de cette idée-là. Sur les projets sur lesquels on est en train de travailler en Algérie et au Maroc, on a systématiquement une
une implication en fait du voyageur, de la voyageuse dans le processus soit de récolte pour l'huile d'argan, soit la fabrication, soit pour aider à nettoyer un étang, par exemple. Il y a systématiquement et à la demande des femmes qui ont monté ces entreprises-là, le fait d'impliquer les voyageurs, les voyageuses. Et ils viennent, mais tout naturellement. En fait, il y a vraiment cette envie. On est chez vous, on a envie de porter notre pierre à l'édifice, on a envie de mieux comprendre aussi. On n'a pas envie de voyager bête aujourd'hui. On a envie de voyager intelligemment et de capter des informations en pratiquant. Donc c'est très pratico-pratique et c'est tout à fait au goût du jour aujourd'hui, cela. Et c'est les femmes, ce sont les femmes qui permettent ça et qui sont au cœur de la machine pour nous permettre de développer ce tourisme durable que l'on appelle de nos voeux. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous pour échanger sur votre vision du tourisme durable. Merci à toutes. Merci.